Moi, j'avais une question en écoutant ce diagnostic implacable. Comment on va s'en sortir? Le pouvoir politique, on connaît sa corruption, le pouvoir économique, idem. Le pouvoir médiatique, on vient d'en dresser un bilan effrayant. Et le pouvoir judiciaire, on ne l'a pas vu encore. Vous croyez vraiment, Maître Aranjo, que le dernier recours sera vraiment la justice? Pourquoi la justice échapperait à la corruption mondiale? Cette mafia, pourquoi la mafia n'aurait pas gangréné les tribunaux également? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je, je laisse le bénéfice du doute et j'attends que certains juges des juridictions judiciaires notamment, parce que je n'attends plus rien des juridictions administratives. Déjà. J'attends de voir si certains juges des juridictions judiciaires ont le courage, en fait, de prendre à bras le corps les dossiers qu'on leur présente. Je pense qu'on a tellement de matériel dans ces dossiers qui sont présentés avec des centaines de pièces, des centaines de pages. J'ose espérer à un moment que ces magistrats qui auront peut-être vu autour d'eux des effets de ces produits, de cette emprise psychologique, voilà, peut-être qu'on les aura un petit peu éclairés. Et s'ils ont cette justice chevillée au corps comme je peux l'avoir, et je pense que certains l'ont malgré tout, eh bien peut-être que on pourra un jour obtenir des bonnes décisions judiciaires. J'ai des dossiers en cours d'instruction, mais je me dis, comme vous, et je suis lucide, que ça ne viendra pas uniquement du monde judiciaire et que déjà c'est un très très gros travail ce qu'on est en train de faire là. C'est de répéter ce que l'on trouve au fur et à mesure, sans cesse, ensemble, de plus en plus soudés pour qu'on fasse jaillir la vérité. Parce que je rappelle aux juges des juridictions judiciaires que, en principe, leur travail est de faire jaillir la vérité. Et donc, je sais bien que entre ce qu'on sait en public et les collusions et toutes ces loges, n'est-ce pas, tous ces cercles de réflexion auxquels les citoyens n'ont pas accès, eh bien, j'espère que certaines personnes auront le courage de passer au-dessus et de se rendre compte de ce qui est le plus important et de se rappeler que l'être humain est sacré, que l'on est en ce moment en train de porter atteinte à l'espèce humaine et qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que les petites aspirations politiques ou les envies de richesse de plus en plus importantes de certains. Voilà, j'espère que certains arriveront à se rappeler de ce qui est le plus important. Voilà. Jean-Dominique Michel, honnêtement, la porte de sortie, vous la voyez ou vous ne la voyez pas? De deux manières. D'abord, Dieu merci, le monde reste bigarré. Donc, je suis beaucoup ce qui se passe aux États-Unis parce qu'ils ont là-bas un culte de l'indépendance de la justice qui est beaucoup plus fort qu'en Europe. Et on voit qu'effectivement, il y a des auditions. Fauci vient d'être forcé à faire une déposition pendant 7 heures sous serment, ou à mon sens, il s'est parjuré d'ailleurs, de manière très claire. Et le sens de la moralité aux États-Unis me laisse encourager, sachant que dans certains États et à certains étages, les dispositifs judiciaires peuvent être beaucoup plus indépendants qu'en Europe. Cela dit, pour moi, le fond de l'histoire, vous voyez, même si on prend la question sanitaire, en fait, là où on n'a pas encore mis à jour le fond de l'histoire,
Mais c'est que, comme le rappelait Laurent Toubiana, on savait très bien ce qu'il fallait faire face à une pandémie respiratoire. Donc aujourd'hui, tous ceux qui disent oui, on s'est peut-être trompé, mais c'était compliqué, on ne savait pas quoi faire, c'est totalement faux. On savait très bien quoi faire. Il y avait des plans qui avaient été mis sur pied qui résultaient de dizaines et de dizaines d'années de bonne science et de bonnes pratiques. Et ce qui s'est passé, c'est que tout ça a été mis en échec en février 2020 pour que soit substituée la réponse chinoise. C'est-à-dire ces confinements totalement inhumains, totalement contraires à la dignité, totalement contre-productifs, vu qu'on sait que ça aggrave tout, que ça n'a aucun effet bénéfique et que ça démolit la société. Et en fait, comment ça s'est passé? C'est d'une part l'OMS qui a jeté aux orties même les évaluations qui étaient encore valides en 2019, basé sur un siècle d'observation et de connaissances. Et Fauci, sous disposition, a dit « J'ai envoyé mon adjoint en Chine, il m'a décrit ce qui s'était passé, donc je me suis dit que c'était ça qu'il fallait faire aux États-Unis. » Mais comme si un type avait le pouvoir de mettre en échec toute la santé publique. Alors, ce n'est pas n'importe quel type, c'est le cœur du système de corruption de la santé aux États-Unis. Donc, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'on voit une collusion entre le World Economic Forum, les fondations Gates, je rappelle quand même que Politico et Die Welt, qui ont au moins fait une enquête, il y a 2 médias qui ont fait une enquête, ont mis à jour que c'est Bill Gates qui a décidé de la réponse sanitaire de l'Occident à travers ses fondations. Il a mis 10 milliards de dollars sur la table et c'est lui qui a dicté à tous les gouvernements de l'Occident ce qu'il fallait faire avec l'aide de cabinets de conseil comme McKinsey ou McKinsey selon qu'on le prononce en français ou en anglais. Et donc, en quoi est-ce qu'un informaticien névrotique et phobique devrait être en charge de la réponse voyez, de tous les gouvernements, sachant que toutes nos hautes autorités de santé avaient des gens comme Christian Perron qui savaient très bien quoi faire. Donc, vous voyez le fil, on a mis en échec tout ce qu'on savait devoir faire pour copier la Chine comme si c'était un modèle, et Klaus Schwab a dit qu'il admirait le modèle chinois, donc il faut quand même savoir à qui on a affaire, et en partant dans une direction qui est totalement illégitime, qui est totalement antidémocratique, qui est totalement illégale, qui est totalement monstrueuse. Donc c'est ça la réalité de face à quoi nous sommes. Il y a une convergence de moyens énormes pour nous entraîner dans un système totalitaire et nous y enfermer. Accessoirement, Google, c'est la CIA. Derrière les médias européens et occidentaux aujourd'hui, il y a la CIA. L'ancien rédacteur en chef du Frankfurter Allgemein l'a dit, il est mort quelques semaines après, mais il disait, vous vous rendez pas compte, les journaux et les télévisions en Europe actuellement sont des agents de propagande de la CIA. Google, c'est la CIA. Et Google, c'est le monstre qui a déjà toutes les données qui permettront d'imposer un crédit social. Et dès que les systèmes de paiement centralisés seront mis en place, ça veut dire qu'on peut vous bloquer à n'importe quel moment pour vous empêcher de vivre normalement. Donc tout cet agenda, on voit qu'il progresse. Le problème, c'est effectivement que les politiciens et les gouvernements ne le mentionnent pas. Moi, je trouve que s'il y avait un député un peu intègre aujourd'hui, il devrait demander à son gouvernement, mais est-ce que le programme de Klaus Schwab, tel qu'il le décrit, c'est vraiment ce que vous avez l'intention d'imposer? Et est-ce que vous pensez que c'est conforme avec ce que désire la population française? Donc ça, il l'évite. Par contre, je trouve que la révolte actuellement en cours dans certaines villes de Chine est instructive. C'est-à-dire que je pense que c'est un plan qui, d'une manière ou d'une autre, aussi bien foutu, aussi puissant soit-il, est voué à l'échec, parce qu'il est délirant, parce qu'il est inhumain, parce qu'il est juste contraire. Il n'a pas la source de vie. Virginie rappelait le sacré de l'humain, et le propre des délires totalitaires, c'est qu'ils n'ont pas la source de vie. Donc, ils vont phagocyter, vampiriser toutes les forces vives de la société, mais ils n'ont pas la force de vie. Donc, je reste assez confiant parce que je pense que comme tous les délires mafieux et grandiloquents, il va s'effondrer. La question, c'est quand et comment. Et ça passera de toute manière par des phases extrêmement turbulentes et violentes. Mais ça, je le dis aussi beaucoup par rapport à Macron, et ce n'est pas du tout un appel à la violence, mais il est en train de faire tout ce qu'il faut pour se retrouver lynché à un moment donné. Parce que plus vous poussez le bouchon, plus vous terrorisez les gens, plus vous les maltraitez, plus vous êtes injuste, plus vous êtes… Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment donné où vous faites que tendre le ressort qui va revenir dans la figure. Donc moi, je rêverais d'une résolution plutôt pacifique, irénique et démocratique ou judiciaire de cette dérive, mais je pense au contraire qu'elle sera violente, que ça passera par des soulèvements et des insurrections, parce qu'il y a des moments où les gens, n'ayant plus les moyens de subsister, étant réduits à la famine et à la misère, et voyant qu'ils ont été empoisonnés ou en danger de mort parce qu'ils ont fait confiance aux autorités ou parce qu'ils auront perdu des proches, n'auront plus rien à perdre et prendront d'assaut les ministères et les hôpitaux.
Et Dieu sait si je n'appelle pas cette séquence de mes voeux, mais anthropologiquement, je ne vois pas comment est-ce que nous irions dans une autre direction que celle-là. Et je suis désolé, je dois vous quitter. Donc, merci beaucoup pour l'accueil. À bientôt. Merci Virginie, au revoir David. Au revoir Jean-Dominique, merci beaucoup. David, un mot de la fin. Le constat de Jean-Dominique Michel est dur à entendre. Enfin, le constat de surtout les solutions. Ça passera forcément par la violence, ou ça passera. On a l'impression qu'effectivement, on fait tout pour que le peuple craque et que le peuple bascule dans la violence, ce qui légitimerait une répression encore plus forte, comme ça a été fait vis-à-vis des Gilets jaunes. Comment vous voyez la porte de sortie Alors, écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais je ne la vois pas de cette manière-là. Ce que nous sommes en train de vivre, étant entendu que c'est un système qui se déploie à l'échelle mondiale, va mener une réponse à l'échelle mondiale. Et on peut considérer que ce système a déjà perdu parce qu'en fait, il est débordé par la masse. Et la masse que nous représentons, c'est peut-être idéaliste, mais je suis un grand idéaliste, est une masse qui se réveille, qui s'éveille. Déjà, pourquoi s'éveille-t-elle? Parce qu'elle a été confinée pendant quelque temps, et je l'ai dit dans certaines interventions, quand vous êtes confiné pendant quelque temps, même si vous n'avez pas la capacité d'abstraction qui est sans doute la nôtre, au final, vous êtes en mesure de l'acquérir. Parce qu'en fait, vous rentrez obligatoirement dans un moment où l'extérieur agit moins sur vous, et finalement, c'est le travail de votre intériorité. Et en fait, dans l'intériorité, il se passe des forces, et on déclenche des forces qui, sont comme une mesure avec les forces extérieures. Et elles peuvent les affronter. Et non seulement elles peuvent les affronter, mais elles peuvent les dépasser. Ça, c'est très, très important déjà. Et je pense que le système que nous avons en face de nous est tellement minoritaire qu'il sait déjà qu'il est dépassé par un tsunami de puissance absolue. Et cette puissance absolue, elle n'est pas obligée de se positionner dans la rue. Elle n'est pas obligée, et je pense qu'elle ne fera pas, irruption dans les axes principaux, sur les Champs-Élysées, et elle ne fera pas, accès de violence. Alors évidemment, pour l'instant, l'histoire de l'humanité a montré que ça s'est toujours passé de cette manière-là. Et moi, je pense que ça ne se fera pas. Pourquoi? Aujourd'hui, on est en train d'analyser l'intégralité des causes. On est en train de comprendre l'intégralité des causes. Et en fait, en comprenant de plus en plus les causes, on arrive aux causes primordiales. L'une des causes primordiales que je veux positionner ici, elle est fondamentale. En fait, on a parlé d'humain sacré, mais il ne faut pas oublier que dans l'idéologie que nous avons en face de nous, il y a une autre notion du sacré qui a été mise en jeu aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, et l'enjeu du sacré porté à son sacrilège était le sacrifice. Vous comprenez que dans sacrilège et dans sacrifice porte aussi la notion de sacré. Le sacrilège, c'est le sacrifice qui n'est pas réussi. Et donc, en fait, ils ont le sentiment, je peux considérer ça dans une idéologie profonde, qu'en sacrifiant, ils font comme une espèce de catharsis qui est une espèce de renouveau. Et on l'a vu dans leur idée transhumaniste, qui est de produire un être sans maman. Vous comprenez? C'est la production d'un être à partir d'une technologie sans le miracle de la procréation et de la naissance. En fait, cette vision-là a déjà été établie dans les Écritures. Yahvé prend de l'argile, il positionne de l'argile, c'est-à-dire une technologie, il souffle dedans et il crée Adam. Adam est un être qui est né sans mère. Et vous comprenez bien que c'est cette logique qui est en place. En fait, cette logique a été poursuivie pendant la Seconde Guerre mondiale et elle a été théorisée. Elle a été théorisée par des gens qui recherchaient une espèce de tradition primordiale. Et parmi les gens qui recherchaient une espèce de tradition primordiale, il y avait un auteur italien qui s'appelait Julius Evola. C'est extrêmement important de considérer Julius Evola dans la période que nous traversons, parce que notre ami Emmanuel Macron, au moment de la crise Covid, au moment des confinements, au moment d'interrogation sur le monde de la culture, souvenez-vous de son intervention à la télévision où il porte une chemise blanche et il a les bras, ou du moins les manches retroussées, et il dit
devant tout le monde, mais tout le monde n'a pas le niveau intellectuel ou le niveau culturel parce qu'ils l'ont sapé depuis une trentaine d'années, une vingtaine d'années, et donc ils nous ont interdit d'accéder à la connaissance. Et il dit, souvenez-vous, il faut chevaucher le tigre. Vous vous souvenez de ça? Ben, chevaucher le tigre, c'est le titre d'un des bouquins de Julius Evola, qui est le théoricien qui va influer sur Mussolini et la création du fascisme en Italie, et qui, par voie de conséquence, va agir sur l'idéologie d'un Rosenberg qui va influer sur Hitler et le régime nazi. Donc, en fait, nous avons les mêmes ressorts. Le seul truc, c'est que nous le comprenons. Nous sommes en mesure de le comprendre parce que ça s'est déjà joué. Il faut nous donner juste la possibilité de continuer à parler à travers des médias qui sont des médias plus libres que les médias principaux. Les médias principaux ne touchent quasiment personne. Et c'est d'ailleurs pas eux qui impactent. Ceux qui impactent, ce sont les talks, les fameux talks. Et donc, en fait, parmi les talks qu'il faut absolument épingler, et vous avez vu qu'il y a eu des actions qui sont menées quand même pour une déstabilisation, c'est les talks d'Hanouna, par exemple. Le talk d'Hanouna, que vous voyez très peu souvent en direct, parce que finalement, ça n'impacte pas beaucoup de personnes. 2 millions de personnes, ce n'est pas nombreux. Par contre, vous voyez que ce talk, il est décliné à travers les réseaux sociaux. Sur Facebook, alors que vous n'êtes pas adhérent à la page TPNP, vous avez l'annonce ou l'excentricité de Hanouna. Autour de ça, vous en avez d'autres qui sont tout aussi violents. Je pense à cette Estelle Denis. Alors, je ne sais pas sur quelle chaîne elle est, mais moi, je la vois tout le temps. Et en fait, elle nous balance une pensée qui est une pensée, comment laver à l'eau de Javel. Il n'y a aucun relief dans cette pensée. Et quand vous êtes soumis à vos réseaux sociaux, vous voyez ces talks, et ce sont ces talks-là qui nous lave l'esprit, qui nous engage dans une espèce de manipulation mentale, parce que ce n'est pas une information, ce n'est pas traité comme une information, c'est traité comme un échange entre personnes un petit peu libérées, qui peuvent se permettre toutes les insanités possibles, mais ils ne sont sous contrôle de rien, hormis le fait de parler comme si on parlait entre amis, avec toute la vulgarité qui va avec. Mais il faut bien comprendre que derrière ça, il y a une logique qui est une logique de manipulation et d'hypnose. Et c'est cette manipulation qui joue à plein. Donc en fait, ne boycottez pas Libération. Libération est déjà boycottée de fait. Plus personne ne l'achète, à tel point qu'elle est obligée d'être sauvée par l'État. Par contre, les émissions qui sont les émissions et qui cartonnent, les talks cartonnent. Le C'est à vous, dans lequel vous avez un mec comme Patrick Cohen, qui est cette espèce d'apôtre de la pensée unique, que rien n'effraie. Je vois ce mec-là, rien ne l'effraie, et je considère que c'est un gars intelligent. Et dans cette intelligence, il est extrêmement dangereux, parce qu'en fait, il ne se remet pas absolument pas en question, il est incapable de le faire. Pourquoi? Parce que derrière ça aussi, il y a un autre mécanisme qui est en place, qui est le recrutement des élites. Et il faut bien comprendre que l'idéologie ne passe pas par la révélation de grands hommes politiques comme Jaurès, elle passe par la manipulation des élites. Pour passer à HEC, par exemple, il faut passer un concours. Et ce concours est extrêmement sélectif. 4000 personnes qui passent le concours, et puis vous en avez, je ne sais pas, 300 qui sont pris, c'est extrêmement sélectif, en sachant qu'il n'y a pas de liste d'attente. Ça veut dire que déjà, ils ont fait un tri qui est un tri par une espèce de performance qui leur convient bien au système. Et une fois que vous êtes dans cette école, en fait, il y a comme un pacte. Je me demande même s'ils ne signent pas, vous savez, une espèce de serment. Ils ne positionnent pas un serment. Et derrière, vous avez l'enchaînement des Sciences Po, des énarques, et vous positionnez le même modèle. C'est-à-dire que finalement, et c'est notre chance, quand nous faisons face à ce système, nous ne faisons face qu'à une pensée unique, c'est-à-dire à une personne unique. Donc, nous sommes, extrêmement variés et nombreux, en variété, et il ne représente qu'une personne unique. Où avez-vous vu qu'une majorité de pensées pouvait s'effondrer face à une pensée repositionnée par un seul individu archétypal? Ça n'existe pas. Et donc c'est en ça qu'ils ont perdu, c'est en ça que nous sommes meilleurs, c'est en ça
que nous devons simplement travailler pour comprendre. Et le travail, ce n'est pas le travail physique, même s'il apporte de la puissance, c'est un travail intellectuel, c'est un travail que nous permet aujourd'hui un outil qu'ils vont sans doute fermer. Enfin, je ne vois pas comment cet outil va pouvoir continuer à exister. Même s'il y a de la manipulation autour des pages qui sont créées, Pierre, vous le savez bien avec la page Wikipédia, un outil comme Wikipédia nous permet aujourd'hui d'être au courant d'absolument tout ce que nous recherchons. L'exemple actuel journalier, c'est une femme qui s'appelle Marguerite Cazenave. Marguerite Cazenave est l'une des directrices de l'assurance maladie. Elle a été conseillère de Castex au niveau de la réforme des retraites. Son mari, alors cette Marguerite Cazenave a fait HEC. Donc elle est rentrée dans la logique que je vous décris, elle est rentrée dans la sélection des élites. Le mari de cette femme est aujourd'hui ministre ou du moins conseiller d'État. Et vous avez son père qui est, dans l'une des plus grandes officines pharmaceutiques du monde. Et il s'occupe de la réforme des retraites, le trio que l'on voit là. Et donc, au final, comprenant la fabrication des élites autour de ces écoles qui sont financées par des organisations et dans lesquelles on retrouve d'autres organisations, on peut faire tomber le voile et démasquer. Mais on n'a pas besoin d'aller positionner les gens au pilori. Ce qu'ils détestent, c'est la lumière. C'est d'être mis en évidence. Regardez comment Idriss Aberkane, à partir du fameux Daoust, comment en 2 jours, le site Internet qui a été si influent a été fermé. Non, mais c'est incroyable. Et donc, vous vous rendez compte que sitôt que nous mettons un petit peu d'élévation chez ces gens-là, les mecs, ils fuient comme des cafards. Parce que fermer un site Internet, c'est fuir comme un cafard. Donc, au final, moi, je vous le dis, par l'intermédiaire de notre influence, de notre présence, par l'intermédiaire de notre charisme, de notre aura, sans avoir à aller dans la rue, mais en faisant un travail profond, extrêmement profond, qui nécessite de revenir sur tout ce qui était la dérive de l'éducation nationale depuis 20 ans, nous allons réussir en fait à les mettre en minorité. Parce que nous sommes brillants. Jean-Dominique est brillant, Virginie est brillant, Pierre, vous êtes brillant. Il y a tellement de gens brillants, comment Louis Fouché, une espèce de personnage emblématique de notre positionnement, est un être extraordinairement brillant. Et donc, en fait, l'ensemble de ces personnalités, évidemment, crée une grande crainte au système, parce que les autres gens ne sont pas brillants. D'ailleurs, dans une secte, et Virginie pourrait peut-être nous aider, ce qui fait tomber souvent la secte, et on l'a vu avec la femme du dénommé Daoust, c'est la personne qui fait des efforts pour rentrer dans la secte et qui en est éjectée. Et je pense à toutes ces personnes qui vont croire en fait à cette espèce de langage matriciel. Je pense par exemple à la personne transgenre qui a peut-être fait aussi cette opération parce qu'elle se sentait poussée dans un mouvement, et parce qu'elle garde une once de personnalité, se fait chasser par la secte. Mais où va-t-elle? Qui va la recueillir? Le suicide? Ou bien les communautés que nous représentons et que nous sommes, humaines? C'est nous qui allons les accueillir, comme les soignants accueillent les gens qui sont en train de décrocher de cette espèce de société qui produit de la douleur. Nous ne produisons pas de la douleur. Dans le sacrifice vu par Evola, c'est un tiers qui sacrifie une autre personne que lui-même. Ce que nous faisons, nous, dans la démarche, c'est que nous nous sacrifions nous-mêmes. Nous allons au-delà de nos personnes en considérant que la douleur de l'autre vaut que nous mettions notre vie ou notre réputation en jeu. Et nous le faisons. Virginie a été arrêtée et passée en garde à vue. Elle a engagé sa propre personne, elle a fait un don d'elle-même pour l'autre, pour soulager la douleur de l'autre. Vous voyez, dans cette notion que nous avons devant nous, et c'est l'archétype que nous avons devant nous, nous avons l'idée de gens qui veulent sacrifier le tiers pour plaire à une force supérieure qu'il faudra définir. Et de l'autre côté, vous avez des gens, et je vais vraiment le dire, comme nous, qui nous sacrifions nous-mêmes au service de la douleur des autres. Je ne vais pas rentrer dans les trucs, mais ça s'appelle l'amour. Hein. Comprenez, la haine et l'amour. C'est des archétypes de pensée.
Ce n'est pas de l'actualité, ce n'est pas, comment dire, une frange temporelle, ce n'est pas horizontal. Nous sommes dans une vision verticale. Et je ne parle pas de la croyance en un Dieu unique ou multiple, ce n'est pas le sujet. C'est juste notre capacité d'être humain à nous révéler à nous-mêmes et nous sacrifier individuellement pour l'autre. Et ça, c'est extraordinaire, ils ne peuvent pas l'arrêter. Ben, en fait, nous ne sommes plus réellement nous-mêmes, nous ne sommes plus réellement incorporés, nous rayonnons à l'extérieur de ce que nous sommes. Et donc, je pense que la sortie de crise, c'est celle-là. Ce ne sera pas dans la violence. Et je n'incite pas à la violence, j'incite à la transformation de nos individus qui, à un moment donné, seront tellement forts qu'ils ne pourront plus rien faire. Génial, ça fait vraiment du bien de vous entendre, David Pliquet. Juste un dernier mot, maître Virginie Aranjo. Qu'est-ce que vous avez un petit peu, comment vous avez vécu ces différents échanges? C'est ce que j'essaie de faire tout le temps moi-même et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est d'avoir des discussions transverses et c'est comme ça qu'on se nourrit et que l'on trouve des solutions, créer des structures parallèles, des moyens de toute façon de construire autrement. Et je voudrais m'adresser aussi à Madame Sonia Beckès, qui parle au nom de la Miviludes, là, qui en fait était en pleine extinction et qui a fondu dans le ministère de l'Intérieur et qu'on sort du chapeau maintenant pour attaquer les personnes comme nous. Comme les représentants du Conseil scientifique indépendant, comme les personnes qui sont au sein des associations qui tentent de porter la parole de vérité et puis la véritable science, que les critères ne sont pas remplis. Pour dire que nous faisons preuve de dérive sectaire. Et donc, ce n'est pas en parlant de ces termes comme ça sur des plateaux télé que en droit, ça sera conforme. Voilà. Donc, nous apportons du pluralisme, du débat, de la discussion. Tout ce qu'on n'a pas sur les plateaux télé grand public, les journaux, voilà, comme Libération, pour ne pas les nommer, mais un des pires. Voilà, donc nous apportons le débat, la construction, et c'est tout sauf de l'emprise mentale. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire, et je voulais dire aussi pour répondre, parce que c'est vrai que Julius Evola est présenté souvent comme fasciste, nazi, etc., et qu'en fait, il est loin de ça, il est bien plus loin et bien plus élevé que ça, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment en matière de métaphysique, est vraiment extrêmement fort. Et je voudrais le citer, si vous voulez bien. À côté des grands courants de ce monde, il existe encore des hommes ancrés dans les terres immobiles. Ce sont généralement des inconnus qui se tiennent à l'écart de tous les carrefours de la notoriété et de la culture moderne. Ils gardent les lignes de crête et n'appartiennent pas à ce monde. Bien que dispersés sur la terre, s'ignorant souvent les uns les autres, ils sont invisiblement unis et forment une chaîne incassable dans l'esprit traditionnel. Ce noyau n'agit pas, sa fonction correspond au symbolisme du feu éternel. Grâce à ces hommes, la tradition est présente malgré tout. La flamme brûle secrètement. Quelque chose rattache encore le monde au supramonde. Ce sont les veilleurs. C'est extrêmement important de considérer que la pensée qui est portée par des individus hors normes peut être détournée par des mecs qui sont orientés matérialistes. C'est vrai qu'Evola a touché, à l'instar de René Guénon ou bien de Marie-Madeleine Davy, en fait, on pourrait vraiment parler de ces personnalités. Ils ont touché des compréhensions, on va dire, du monde imaginal, qui a été défini par Henri Corbin, à des niveaux extraordinaires, mais mal compris. Et c'est ça l'origine du mal,
comment Arendt l'a bien dit, c'est l'archétype mal compris qui définit le mal. Et en fait, notre travail, c'est de bien maîtriser les archétypes pour pouvoir atteindre ce type de discours qui est un discours finalement de solidarité humaine. Le fait est que les veilleurs étaient peu nombreux, et moi, ce que je peux imaginer, espérer, en fait, c'est une espérance, hein, c'est qu'il y ait une mutation, une métanoïa, vraiment un véritable retournement individuel et qui deviendra collectif, nous permettant finalement de muter en une société de protection. Voilà. Et je suis persuadé qu'on y est. Et attention, parce que finalement ce discours-là pourrait être un discours de gourou, et non, c'est un travail personnel. Et comme vous le dites, Virginie, et je trouve ça génial, autant les talks sont extrêmement agressifs, avec des niveaux, vous savez, d'excitation cérébraux très forts qui font qu'on est tout de suite dans de la violence, et autant tout ce que je vois sur YouTube, les partages, il y a toujours une grande écoute. Virginie, vous pouvez, ou je peux prendre, ou Jean-Dominique tout à l'heure, et Pierre, on peut prendre la parole pendant 10 minutes, on ne va pas être coupé. C'est quand même extraordinaire. Dans un monde où il faut balancer 3 mots pour être sûr que son concept de pensée minimaliste soit entendu. C'est un monde détruit, en fait. Ce que nous voyons devant nous est un monde profondément détruit, donc il est terminé. Ce monde-là est terminé. Nous sommes l'avenir du monde, et le modèle que nous mettrons en place ne sera pas sur les vocables du modèle actuel. Enfin, c'est évident. Par contre, que sera-t-il? Et c'est tout l'enjeu. Tous les échecs, enfin du moins toutes les tentatives humaines actuelles ont abouti à l'échec. Et on nous le fait bien dire, parce que finalement, l'erreur du système, c'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser. Et en fait, je crois que nous allons peut-être, et ce serait extraordinaire, atteindre le fait où la chenille va se transformer en papillon, et notre prochaine étape, c'est peut-être le succès, et c'est peut-être l'âge d'or. Et allons-nous le vivre? Tous les prophètes disent que non, ça va durer longtemps, la crise va durer longtemps. Et là aussi, je ne suis pas vraiment certain. Je suis même persuadé du contraire. Ce que nous vivons individuellement est d'une telle intensité que en fait, le papillon, il peut venir n'importe quand. Voilà. Je suis vraiment très idéaliste, et j'ai aussi envie de porter une parole non pas sous forme de vers, de pieds, d'alexandrin, mais une parole de poète. Ce qui fait aussi tomber les systèmes, ce sont les poètes. Je l'ai souvent répété, le général de Gaulle a dit, après la victoire, on peut aussi se poser des questions, mais bon, disons la victoire de 1945, il a dit, si la résistance a participé et a gagné la guerre, c'est grâce aux vers de René Char, un poète. Et donc cette poésie essentielle, qui est finalement cette compréhension d'un monde sans limite, il faut la porter. Voilà. Et ne pas avoir peur de la promulguer. Voilà, la peur de soi-même, et la peur de dire ce que profondément nous sommes. Nous sommes des poètes. En fait. Voilà, je voulais juste dire merci infiniment. Voilà, merci infiniment. Je suis content de terminer, et puis je suis fier d'être poète. J'aurais bien aimé être poète. En tout cas, moi, j'essaye avec les films, avec ce que j'essaie de faire, c'est de mettre un petit peu de poésie justement dans ce monde de fous furieux. En tout cas, j'ai beaucoup appris. Et donc, merci, vraiment merci à tous les trois. Et puis, hâte de renouveler l'expérience, et j'espère qu'effectivement, ça va bien se terminer. Nous avons le nombre, nous avons la joie, nous avons la foi, et voilà, on peut tout renverser. Ça, je suis tellement d'accord avec ce que vous venez de dire, en fait, qui se recoupe. Et quand je parle de poète, vous remercier et féliciter votre époux, que je suis un peu... et voilà, et là, nous avons un troubadour, hein, et un troubadour qui sait planter les... C'est vrai que sa dernière vidéo, qui est effectivement une poésie, a été vraiment très, très bien reçue. Et beaucoup de mots qui lui sont allés droit au cœur, et il voit que c'est réciproque.
Et il ne s'attendait pas à ça, effectivement. Mais je crois qu'il a parlé au cœur des gens. Et il a exprimé ce que les gens ressentaient en ce moment. Et je crois que du coup, on est vraiment très nombreux, finalement, à ressentir la même chose. C'était une catharsis, à mon avis aussi. Donc, formidable. Merci pour lui. Eh ben, c'est bon, là, on a changé le monde déjà pendant quelques secondes. Non, je pense qu'effectivement, c'est en train de s'effondrer, mais en même temps, on voit déjà germer. C'est pour ça qu'effectivement, on se demande si est-ce que ça va mettre beaucoup de temps à s'effondrer, je ne sais pas. C'est possible, mais en tout cas, ça germe déjà et Citizen Light en est déjà la preuve. On essaye. En tout cas, vraiment, juste un dernier mot, il reste 2 minutes. Maître Aranjo, vous continuez de recevoir des menaces? Oui, pas plus tard que la semaine dernière, des menaces de mort de la part d'un ancien militaire. Oui, tout à fait, voilà, contre mon mari et moi. Et donc, effectivement, j'ai cru comprendre qu'il y avait des fermes de militaires, malheureusement, qui sont utilisées pour saboter et puis pour intimider. Ouais. On est de tout cœur avec vous et qu'encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, Citizen Light, c'est vraiment là pour tout le monde, en fait, pour essayer d'avoir vraiment d'être au cœur de ce que vivent les citoyens. Mais je vous remercie beaucoup parce que cet échange a été sur plusieurs niveaux et je pense qu'il fallait également rectifier ce qui avait été dit sur les plateaux concernant les dérives sectaires du mouvement complotiste, parce que ça, je crois que s'il y a bien une pandémie, c'est une pandémie du mot complotiste, parce qu'on nous sert à toutes les sauces dans les tribunaux, sur les plateaux, tout est bon pour dénigrer les gens avec un seul mot. Voilà, psychologiquement, ça fonctionne bien. Ça sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin. Ça va couper. Je vous remercie infiniment à tous les deux. Bonne soirée. Je vous embrasse fort. À bientôt. Merci Virginie. J'étais très heureux de faire votre connaissance.